Comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va, dynamique, tonique, voilà. Plusieurs choses en tête, ça va bien. Si on imagine que la littérature est une personne, quand est-ce que tu l'as rencontrée? Est-ce qu'elle a toujours été là avec toi? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais définir cette relation avec la littérature? Ah, tu me demandes de personnifier de la littérature. Oui. Figure de style. Une personne. Oh, c'est une bonne question. Est-ce que tu as toujours lu quand tu étais plus jeune, par exemple? Alors, j'ai toujours lu. Une personne, ça va être difficile de te répondre. En revanche, j'ai un souvenir très précis par rapport à l'écriture, qui est un souvenir où j'étais à l'époque en école primaire et je me revois assise dans la maison chez mes parents à 8-9 ans. Sûrement c'était ma table de travail où je bossais voilà pour l'école probablement, où je faisais mes devoirs et je m'étais dit je veux être écrivain. Voilà, c'est vraiment un souvenir précis. J'ai que cette image, j'en ai qu'une, mais elle est encore vivace en moi. Donc oui, donc c'est assez ancien alors. Oui, après il s'est passé de l'eau sous les ponts, hein. Oui. Il s'est passé de l'eau sous les ponts. Et depuis ce moment, est-ce qu'on peut dire que la littérature fait majoritairement partie de ta vie? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. La littérature, la poésie aussi, la poésie de la vie, ça me paraît quelque chose d'important d'arriver à maintenir un peu de poésie dans la vie quotidienne. Et ouais, ça fait vraiment partie de ma vie. Si je me trompe pas, tu es éditrice indépendante. Oui, tout à fait. Tu enseignes aussi les métiers du livre. Tout à fait. Et j'enseigne l'édition. L'édition. Mm-hmm. Écrivaine? Oui, j'ai écrit, j'ai publié un livre pour enfants, j'ai édité un livre pour enfants aux éditions Orphie qui s'appelle Couleur Choco. Il y a des années, j'ai édité aussi 1 ou 2 livres dans le domaine du guide de voyage. Voilà, donc oui, officiellement, je touche quelques droits d'auteur, donc je suis déjà, on va dire, autrice. Maintenant, moi, j'aspire à écrire et à être éditée pour adultes. Voilà, des romans pour adultes. C'est mon aspiration, mon ambition. Tu me dis que quand tu étais donc assez jeune, en école primaire, tu as senti un peu cet appel à l'écriture. Et est-ce que tu as ressenti un peu ce déclencheur? Ça a été un déclencheur à ce moment-là ou c'est revenu plus tard? En fait, c'est dans le contexte de ma grand-mère. Parce qu'en fait, j'ai une grand-mère qui a eu la vie d'une grand-mère, je dirais, à l'époque où elle vivait, qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu 4 enfants, donc qui a eu 5 enfants, donc qui a été très, très, très occupée par tout ça, j'allais dire, par l'histoire et puis par sa famille, mais qui a toujours eu un lien à l'écriture. Et après la guerre, donc elle a un peu plus de temps, les enfants étaient partis, les temps étaient plus calmes. Et à partir des années 50, 60, elle a écrit des poèmes et elle s'était inscrite à la société à la SPAF, je crois, Société des auteurs français, qui existe toujours. Je suis allée dernièrement voir, j'ai eu la surprise de constater que cette société qui avait été fondée dans les années 50 existait toujours. Elle est basée du côté de Lyon, à Écully, plus exactement. Et donc, elle écrivait, pour eux, elle a eu des prix de poésie. D'ailleurs, dans la famille, on a les poèmes de ma grand-mère. Et voilà. Et c'est pas le hasard parce que mon premier écrit, où je me suis autorisée un petit peu de sérieux, on va dire, c'est un poème que j'ai écrit chez ma grand-mère. Et que j'ai toujours d'ailleurs. C'est un poème sur la mort. Voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Et ta grand-mère, ça a été une grande figure pour toi. Et donc, tu l'as suivie un peu. Alors, grande figure, non, parce que je dirais que pour elle considérait l'écriture comme un loisir parmi d'autres. C'était pas non plus quelque chose auquel elle se consacrait tout le temps. Mais oui, ça a été une figure. Oui, ça c'est certain. Le geste de l'écriture. J'ai dans mon bureau un portrait de ma grand-mère en train d'écrire. Voilà, donc c'est oui, le geste de l'écriture comme figure maternelle a été important pour moi. Oui, ça c'est certain. J'ai senti moi dans mon parcours parce que je trouve que écrire c'est une chose, mais ensuite j'ai l'impression qu'il faut avoir quand même un processus de légitimation, au moins d'affirmation de soi en train de faire en tant qu'artiste. Est-ce que ça te parle
ce processus-là de s'auto-affirmer artiste et de se dire je suis capable de produire et d'écrire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, je réfléchis à ta question. Oui, bien sûr que ça me parle. La légitimité, la légitimation, Ouais. bien sûr, c'est essentiel, je dirais. C'est une question essentielle. Alors déjà, il me semble, hein, de mon expérience, que je dirais que déjà, c'est le fait de s'autoriser en tant qu'écrivain, écrivante, écrivaine, écrivain, sans forcément être édité. Et il y a quand même une pression, il me semble, exercée par la société, qui s'acharne à distinguer les publiés et les non publiés. Donc déjà, il y a ce premier barrage. Je pense que psychologiquement, ça peut être un barrage, alors que, de fait, à partir du moment où on écrit et où on y consacre du temps et que c'est effectivement un acte important pour soi, on peut se dire écrivain, écrivaine, voilà. Mais il me semble que ça peut constituer un barrage d'ordre psychologique. Donc, et que parfois certains ne franchiront pas. C'est-à-dire, je pense que ça peut aussi interrompre des vocations. Voilà, oui, il me semble. Donc voilà, la question de la légitimité, elle est énorme. Elle passe évidemment par une auto-légitimation. Parce que je trouve que si on doit attendre d'être publié pour avoir cette reconnaissance et cette légitimité, qui est tout de suite donnée par l'auteur qui est publié et qui vend ses livres, on peut attendre longtemps et c'est un processus qu'on doit faire soi-même, j'ai l'impression, avant d'être publié. Alors, moi, il y a une expression qui me vient quand tu parles, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Mais elle est vraiment au sens noble du terme, hein. Voilà, pour moi, quand je l'utilise. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'impulser un désir ou d'impulser un mouvement, une action, avant même que les conditions soient réunies. Parce que c'est vrai que dans les faits, les conditions, elles ne sont jamais idéales, on le sait. Alors là, une fois de plus, c'est de mon expérience, bien sûr. Il me semble que le fait d'aller au-devant et de mettre la charrue avant les bœufs, comme je dis, comme j'aime bien dire, c'est souvent porteur. C'est mon point de vue, c'est mon expérience. D'autres diront que non, et tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc je pense que oui, le fait de Alors, il y a aussi un élément qui facilite quand même dans le domaine de l'écriture. Il me semble, ce que tu décris là, c'est l'auto-édition. Voilà, qui moi n'existait pas quand j'avais effectivement 20 ans, 30 ans, voilà. Qui n'existait pas et qui n'était pas non plus dans les mœurs, c'est-à-dire c'était pas forcément super, je dirais, légitimé socialement parlant. L'auto-édition, elle gagne du terrain, je pense, en termes de légitimation. D'ailleurs, certains éditeurs repèrent aussi des gens auto-édités. Donc voilà, je pense qu'il y a... et cette auto-édition, oui, probablement, à partir du moment où on l'assume, eh bien, elle permet de se donner une certaine légitimité, oui, probablement. Mais il y a pas que l'auto-édition, bien sûr. On peut aussi écrire un journal intime qu'on lit soi ou qu'on donne à lire à ses proches si on souhaite, et qui aussi, normalement, fait foi. Un écrit en soi, c'est une trace et c'est déjà, j'allais dire presque une preuve. C'est vrai. Un texte, quel qu'il soit, c'est déjà une preuve en soi. Hein. C'est que prouver de plus, finalement, en termes de légitimité. En tout cas, moi, je me retrouve dans ce que tu dis parce que pour moi, l'auto-édition, ça a été envoyer un message clair à mon entourage et aux autres, à ceux qui me découvrent, je m'assume en tant qu'écrivain et j'écris. Voilà. Donc, donc je m'y retrouve tout à fait, oui. Tout à fait. Et puis aussi, il y a l'objet qui d'un coup surgit. Ce livre avec la couverture, avec l'illustration, qui donne une présence, hein, un objet hein, qui surgit comme ça et qui aux yeux de tous. Parce que finalement, sinon, tant que c'est dans les brouillons, c'est qu'est-ce qu'il fiche. Ah oui, alors que là, ça devient matériel, là, ça prend vie. Ça apparaît et ça prend vie, absolument. Donc en 2017, comme tu l'as dit, c'est Couleur Choco que tu publies un livre pour enfants, oui, tout aux éditions Orphie. Tout à fait. Ça, c'est un premier accomplissement pour toi? C'est un premier accomplissement, je dirais oui, qui n'est pas mon fil rouge. C'est-à-dire que c'était un pas de côté que j'ai fait avec ce livre pour enfants.
Sachant que voilà, moi, ma veine d'écriture, c'est l'écriture pour adultes. Mais oui, en effet, si on peut dire, c'est un premier acte. J'ai absolument voulu qu'il soit édité, et il l'a été de fait. Et j'avais une grosse volonté d'édition à cet endroit, pour des raisons d'ordre personnel. Et pour l'écriture pour adultes, justement, donc on peut parler de Night in Tunisia que tu as écrit, et ça a été, je pense, un bel accomplissement pour toi aussi, puisque l'année dernière, donc en fin 2024, Night in Tunisia a été mis en espace et en voix par le metteur en scène Christian Duchange. Oui, tout à fait. Et alors, des feuillants à Dijon. Voilà. Ouais. Et dans ce processus-là, je voulais te demander comment est-ce que tu as ressenti, comment est-ce que tu as vécu cette espèce de passation de ton œuvre, de cette mise à disposition aux mains d'autres artistes, donc le metteur en scène et les comédiens, et de les laisser investir ton œuvre. Alors, il y a eu ce qu'on appelle une adaptation dans le métier, ce qu'on appelle une adaptation. Donc déjà, il a fallu effectivement lâcher le texte au début au metteur en scène qui l'a adapté. Donc ça a été un premier mouvement effectivement dans le sens que tu dis. Après, moi, comment je l'ai vécu, et puis, pardon, le deuxième temps, ça a été évidemment quand les comédiens, qui étaient 2 comédiens professionnels, s'en sont emparés. Et que quelque part il y a encore eu une adaptation par eux. Donc oui, il y a une forme de dépossession de mon propre texte, mais j'allais dire c'est le but. Le but aujourd'hui où j'en suis dans mon écriture, ce qui n'a pas forcément été le cas pendant assez longtemps, mais aujourd'hui le but c'est que ça passe, c'est que ça soit transmis. Voilà. Donc il y avait il y a eu une réalisation, vraiment un sentiment de me réaliser dans cette passation. Et puis je dirais que c'est même plus qu'une passation, l'effet que ça m'a fait. Ça a été un enrichissement énorme, un enrichissement de mon texte, et aussi mon texte a pris vie d'un seul coup, comme je pense il avait jamais pris vie avant. Voilà. Ça c'est la magie du théâtre. Moi j'adore le théâtre. Si j'avais à choisir, mais j'espère ne jamais avoir à le faire, mais si j'avais à choisir entre théâtre et cinéma, je choisirais théâtre, s'il fallait vraiment. J'aime cette incarnation, j'aime la présence, j'aime le présent. Au théâtre, on est au présent. Et voilà, je cherchais le terme, ça a augmenté mon texte. Et dans cette incarnation de ton texte par les comédiens, est-ce que tu as redécouvert un peu ton texte, ou des aspects de ton texte parce que je trouve que c'est une forme de transformation, et il y a des choses qui ont été portées avec plus d'attention, avec plus d'intention que d'autres passages. Donc est-ce que tu as redécouvert un peu toi ce que tu avais écrit au tout début? Bien sûr. Alors il y a effectivement cette sensation de dédoublement en termes de regard. Qui s'opère déjà quand on relit un texte qu'on a mis de côté pendant quelque temps. On le relit aussi avec des yeux de lecteur, lectrice. Et déjà là, on constate que ça a changé, que c'est plus tout à fait la même chose que ce qu'on pensait avoir écrit. Et puis effectivement, quand, à plus forte raison, quand le texte est dit sur scène et qu'on se retrouve parmi les spectateurs, la distance est d'autant plus grande, et en effet, il y a une sorte de superposition ou de regard qui s'alterne entre oui, c'est bien mon texte et j'ai jamais écrit ça. Parce que ça devient autre chose. Oui, je vois ce que tu veux dire, et j'ai cette sensation aussi quand je redécouvre un vieux texte. Voilà. Mais alors, si je me mets dans ta tête, après la représentation donc de ton texte au théâtre des Feuillants, comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'éprouve de la fierté, de la joie, ou peut-être aussi de la frustration? Parce que le théâtre, c'est un art du présent, on peut le dire comme ça, mais ça peut être frustrant. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me frustrerait, dans le sens où le moment est unique, mais il passe, et il passe vite, et ensuite c'est la fin peut-être de quelque chose aussi pour toi, ou en tout cas de temps, d'énergie qui ont été portés par la représentation. Moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est le côté éphémère. Il me semble que c'est ce sur quoi tu mets le doigt.
Oui, ça peut être un avantage comme un inconvénient suivant les regards, les intentions. Et Tout à fait. pour toi, c'est vraiment un avantage, ce côté éphémère. C'est-à-dire que je le vois. Alors, frustration, non. C'est le sentiment d'accomplissement. Voilà. C'est le sentiment d'accomplissement à travers cette représentation qui a eu lieu et de tout ce qui l'a entouré, bien sûr. Les répétitions, les retours des comédiens. Enfin, voilà. C'est tout un ensemble. Le retour des spectateurs. Voilà. C'est à la fois déjà énorme, la scène. Mais en même temps, il y a tout un contexte. Donc, ça m'a donné un sentiment d'accomplissement, en effet, très fort par rapport à mon texte. Voilà. Donc, après, quant à la représentation en elle-même, j'ai l'envie, le désir si l'occasion m'en est donnée, mais je vais aussi aller la débusquer l'occasion, que cette représentation soit rejouée une ou deux fois à minima. Mais je suis déjà dans ma tête, je dirais, puisque tu disais que tu te mettais dans ma tête, et ben dans ma tête, figure-toi, je suis déjà tournée vers un autre récit. Voilà. Alors, donc c'est ce nouveau récit qui me porte en fait. Oui. Je dois dire que c'est à la fois une qualité probablement et un défaut. C'est-à-dire que voilà, je sais qu'il faut porter ces textes. Je l'ai appris et très vite j'ai toujours un autre texte en tête. Donc c'est un petit peu le dilemme avec lequel je vis. Et donc oui, tu avances comme ça, étape par étape, et à chaque nouvelle étape, c'est un nouveau texte qui entre en jeu dans ta vie. Ah bah oui. Ouais. Et puis jamais assez rapidement à mon goût, parce que évidemment, les étapes de finalisation d'un texte étant ce qu'elles sont, et le temps dont je dispose pour l'écriture étant ce qu'il est aussi, voilà, ça va jamais assez vite à mon goût. Mais c'est vrai que je ne connais pas la panne d'inspiration. Voilà, j'espère que j'en serai préservée encore longtemps. Et le cycle Night in Tunisia, de l'idée, la conception, la finalisation, la correction, ça a duré combien de temps à peu près, tout ça? Je dirais que c'est inclus la représentation théâtrale, c'est 3 ans. Ouais. Et moi, je trouve que la meilleure chose qu'on peut dire à un artiste, c'est merci, c'est un remerciement. C'est ce que j'ai éprouvé parce que j'ai assisté à la représentation de Night in Tunisia, et c'est créer dans l'esprit des spectateurs un moment, un souvenir. Et ça je trouve que c'est fort. Et donc là, tu me parles de 3 années donc pour ce cycle-là, qui trouvent leur accomplissement, comme tu l'as dit, par ce souvenir, ce moment qui se crée au théâtre. Oui, tout à fait. Dans ce cas-ci, effectivement, ça s'est passé comme tu le décris. Après, je te dis 3 ans, mais je pense davantage, parce que il y a toute la période d'incubation, j'allais dire, comme d'un virus, du texte, de cette nébuleuse qui se dessine progressivement dans la personne qui écrit. Et je pense que voilà, pas mal d'écrivains vont dans ce sens. Le décriraient de cette manière, peut-être aussi. C'est parfois des mois ou des années, jusqu'à temps qu'effectivement il y ait aussi possibilité de voilà, moi en général un projet en chevauche un autre, voilà. Et en tout cas pour Night in Tunisia, le travail est pas encore tout à fait terminé, parce que tu aimerais une publication en édition pour ce texte. J'aimerais une publication, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup pensé une publication comme un roman, parce que du coup, je dispose de 2 écritures. L'écriture romanesque initiale et l'adaptation réalisée avec Christian Duchange. Aujourd'hui, je verrais bien mon texte dans une édition aussi bien de roman, avec le texte initial, que, pourquoi pas, un éditeur de théâtre. Et là, en plus, ça rejoindrait ce que tu disais sur le fait que tu voulais qu'il y ait de nouvelles représentations pour Night in Tunisia. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et dans la mesure du possible, je dirais. Dans la mesure du possible. Et j'aimerais qu'on revienne vraiment sur sa conception, qu'on remonte un peu dans le temps, sur la genèse de l'œuvre. Il y a eu un voyage en Tunisie, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Et alors, tu me diras peut-être si je me trompe ou pas, mais dans ton texte, on remarque un fort ancrage dans la réalité. Donc j'imagine que ce voyage-là explique
un peu cet aspect du réel. Ce voyage, c'est là où je voulais en venir. Ce voyage en Tunisie, est-ce que c'est la genèse de l'œuvre? Est-ce que c'est à ce moment-là que l'idée arrive? Écoute, c'est amusant que tu me poses cette question parce que j'ai fait un peu de recherche et de tri dans mes archives dernièrement, enfin plus de recherche que de tri d'ailleurs, parce que j'ai la passion des archives, entre autres. Mais et j'ai redécouvert un embryon de texte qui date d'il y a très longtemps. Que tu avais oublié? Que j'avais un peu oublié et qui s'intitulait Night in Tunisia. Donc, il y a eu depuis très longtemps quand même, j'avais ça en tête, et puis je l'ai complètement oublié, bien sûr. C'est un récit que j'avais pas mené jusqu'au bout, qui était vraiment un embryon de récit, et qui probablement n'avait pas grand rapport avec ce que j'ai écrit aujourd'hui. Mais voilà, alors la genèse, oui, ça a été ça. C'était suite effectivement à mon premier voyage en Tunisie, où j'avais habité en Tunisie plusieurs mois, que j'avais écrit ce récit. Voilà. Donc, le déclencheur de la reprise de ce récit, alors je ne sais plus si ça a été avant mon deuxième voyage ou si ça a été au moment du deuxième voyage. Je pense que de toute façon, j'oriente aussi ma vie et mes voyages, ça c'est certain, en fonction de mon écriture. Donc voilà. Disons que lors de mon second voyage, qui était en 2013 en Tunisie, il y a une dizaine d'années, juste après le printemps arabe, j'ai voulu revoir des lieux que j'avais fréquentés dans ma jeunesse quand j'avais 20 ans, des années d'apprentissage, si on peut dire, hein, où j'avais été très 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 marquée par ce pays et par Tunis en particulier. Et en le revoyant, en le revisitant, ça a créé une sorte de superposition de strates en fait. Et je fais une parenthèse que j'aime beaucoup. Quand je voyage et que je retourne à dessein dans certains pays où j'ai séjourné, parce que c'est cet effet de strate qui me plaît énormément, parce que j'y trouve une matière. Voilà. Ça, c'est un fonctionnement dans mes écrits. J'utilise beaucoup les pays où j'ai séjourné. Alors, pas où j'ai fait 3 jours de voyage. Ce serait possible, hein. Mais en l'occurrence, c'est des pays où j'ai séjourné. Et j'ai eu la chance de séjourner dans plusieurs pays. Et j'y trouve une matière. Une matière évidemment géographique et une matière du temps qui s'est écoulé et de mon regard qui a changé. Et c'est à partir de ce moment-là où probablement, oui, ça m'a confirmé. Je me suis constituée, j'ai étoffé un dossier. J'ai des dossiers comme ça de livres potentiels, voilà. Et j'ai étoffé le dossier, donc si je puis dire, en 2013. Et je suis revenue avec un dossier encore plus détaillé, des notes, beaucoup de prises de notes. Et parce que c'est comme ça que ça commence aussi. J'aime effectivement. J'ai aussi. C'est une écriture du réel, mais pas uniquement, mais qui évidemment, j'aime, il y a un aspect qui m'est cher, c'est le témoignage. Donc j'aime témoigner de ce que j'ai vu, en particulier pendant mes séjours à l'étranger. Et tout ce que tu dis là sur la matière géographique, la matière du temps, c'est constitutif de l'ensemble de tes écrits? Beaucoup. Oui, ça se retrouve dans d'autres de tes projets. Beaucoup, oui. Dans Transat aussi, qui se situe, alors c'est toujours frontalier, on est toujours entre la France, Paris, la plupart du temps, et puis un pays où j'ai séjourné. Et souvent, mon inspiration, je dirais, se situe entre deux, voilà. J'ai écrit un roman qui s'appelle Transat, qui n'est pas encore publié, mais dont j'espère bien qu'il le sera, et qui a été fort encouragé par certaines éditrices, et qui navigue aussi sur la mer, dans les moyens de transport entre deux pays. Voilà. Donc oui, je sais pas si du coup si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Et tu me dis que tu voyages à dessein, donc c'est-à-dire que tu trouves tes inspirations dans tes voyages. Alors c'est en fait c'est plutôt l'idée de raviver. De raviver des pays ou des impressions de pays, j'allais dire. Oui, ça part souvent de là. Et j'y retourne pour raviver ces souvenirs, raviver ces impressions. Voilà, parce que je dirais que avant tout, ce sont les lieux qui m'inspirent, en fait, avant tout. C'est le moteur, c'est les lieux, c'est les ambiances, c'est vraiment le moteur de mon écriture. Évidemment les personnages aussi, évidemment les gens que je peux, voilà.
Mais le moteur, ce sera vraiment... Et oui, une fois de plus, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de séjourner à l'étranger à la vingtaine. Et je suis persuadée que c'est un socle constitutif de mon écriture. Je sors d'un creuset et d'une famille où on voyageait beaucoup, où j'ai séjourné à l'étranger une fois de plus, comme je le disais. Et ça, c'est un creuset. Moi, maintenant, je le vois effectivement comme vraiment l'origine de l'écriture. Ce double regard tout le temps. Voilà, j'ai un souvenir très très précis de quand j'avais 4-5 ans, j'habitais au Canada avec mes parents, on habitait en Saskatchewan, au fin fond du désert, si je puis dire, de neige, voilà, canadien. On a été parachutés là-bas et ça a été toute ma petite enfance. Et je me souviens, toute l'année, on était tendus par la France, la perspective du retour en France. C'est-à-dire, on vivait dans une sorte d'îlot, de communauté, je dirais, de gens parachutés. On était immigrés, on avait les visas d'immigrés. J'ai encore le visa chez moi. Et ma mère et mes parents, on était toujours dans la perspective quand on rentrera à Noël, quand on rentrera l'été. Voilà. Et donc, il me semble que ça développe quand même une certaine psychologie de l'ailleurs et j'aime vivre avec 2 lieux en tête tout le temps. J'aime vivre avec 2 lieux en tête. Voilà. Alors je m'arrange pour que dans ma vie il y ait 2 lieux. D'accord. Parce que c'est comme ça que je me sens bien. Voilà. Bah oui, et donc c'est ce que tu réinvestis tout à fait dans tes projets, dans tes œuvres. Absolument. Puisque donc Night in Tunisia, c'est Paris et la Tunisie. Oui. Ouais, avec ces 2 lieux-là. D'accord. Absolument. Est-ce que je peux te faire un petit retour de lecteur? J'ai lu Night in Tunisia il y a plusieurs mois maintenant, et il y a des points saillants qui me reviennent, ou du moins qui me restent. Et je voudrais voir avec toi si c'est des points qui sont spécifiques à Night in Tunisia, ou si c'est des traits de ton écriture qui peuvent se retrouver aussi dans ce que tu écris en ce moment, dans d'autres de tes œuvres aussi. Le premier point, le premier point saillant, c'est la sensualité, je trouve, entre Malek et Sarah, souvent dans des souvenirs, avec une tendance pour la poésie. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, un deuxième trait vraiment spécifique pour moi à Night in Tunisia, c'est la frustration dans l'amour avec l'attente de Sarah sur les marches du théâtre municipal. Et enfin, un troisième trait qui est peut-être un peu moins évident et pourtant assez clair quand on lit l'œuvre, c'est la violence de Malek en Tunisie. Est-ce que ces 3 points qui sont constitutifs de ton écriture? Alors, le premier, tu disais, c'était la sensualité et la poésie. Dans les 3 points que tu viens d'énumérer, il y en a un, s'il y en a un dans lequel je me reconnais vraiment en termes de quête, si on peut dire, parce que la poésie, c'est avant tout une quête. Il y a des moments où peut-être qu'on arrive à donner de la poésie dans un texte en prose. Il y a des moments où on y arrive moins. Enfin voilà, c'est toujours assez fugace la poésie. Mais s'il y a en effet quelque chose, une quête dans laquelle je me reconnais, c'est celle-ci, l'écriture poétique. Alors voilà, pas toujours, mais c'est quand même quelque chose, d'assez constant. Oui. Dans tes œuvres poétiques, est-ce que tu as des influences que tu lis dans ce que tu lis? Alors que je lis, j'ai beaucoup lu de poésie à une époque et j'ai écrit de la poésie. J'ai commencé par écrire des poèmes. J'ai des recueils de poèmes que j'ai écrits et ça a vraiment été pour moi le démarrage sur des petits cahiers colorés. J'ai écrit de la poésie, j'ai écrit des chansons aussi. Beaucoup moins. Je me reconnais beaucoup moins dans ce mode d'expression. Mais en tout cas, oui, j'ai écrit des recueils et souvent, quand je séjourne à l'étranger, j'écris, ou je prends des notes, ou j'écris des poèmes. Donc c'est vraiment pour moi un premier contact avec une réalité qui m'émerveille souvent, parce que je trouve la poésie c'est aussi un moyen pour moi de traduire l'émerveillement en fait. Voilà. D'accord. Et c'est ce que je suis tout à fait incapable de faire. Et est-ce que quand tu écris de la poésie, c'est de la poésie qui est versifiée?
Ça dépend. Ça dépend. Je joue beaucoup avec les sonorités, parce qu'aussi, je suis musicienne, et la musique est tout le temps présente, beaucoup présente en moi, disons, hein. Plus ou moins selon les périodes, mais quand même, c'est assez fondateur, la musique. Et donc, les sonorités, pour moi, c'est essentiel. Moi, j'adorais, tu me demandais si je lisais de la poésie, moi, j'ai adoré Mallarmé. J'ai adoré les sonorités mallarméennes, voilà. Mais évidemment, beaucoup d'autres poètes, hein, Rimbaud, et voilà. J'ai une culture, voilà, de littéraire. Plutôt classique, oui, de littéraire. Classique, voilà, que j'ai aussi apprise à l'école et à l'université, bien sûr. Mais j'ai adoré Mallarmé. J'étais inconditionnelle de Mallarmé. Et Virginia Woolf aussi, excuse-moi, je t'interromps. Ah oui, non, mais parce que j'adore dans l'écriture de Virginia Woolf, c'est justement, ce sont les échos, ce sont les sonorités. Pardon. Mais non, mais après, si je peux te dire aussi ça, c'est que pour les sonorités, ça se ressent dans ta prose. Et c'est pour ça que je pense la représentation ou l'adaptation un peu théâtrale avec des comédiens est autant réussie. Parce on ressent un travail sur le rythme déjà préalable. Et donc, pour le deuxième point, c'était cette frustration de l'amour, cette attente de l'amour. Et là, ça me vient comme ça. Je sais pas si tu connais la citation de Roland Barthes, qui est assez connue, et qui est « Je suis amoureux parce que j'attends », dans Fragment d'un discours amoureux. Est-ce que tu avais peut-être pas cette citation-là en tête ? Alors, pas du tout. En revanche, alors, la frustration, oui. En revanche, il y a un thème qui m'est extrêmement cher, c'est l'attente. L'apostrophe A, de T, E-N-T. Et ça, c'est depuis très, très, très longtemps, depuis que j'écris. Ça fait partie des thèmes récurrents, enfin, en tout cas, qui me reviennent. Voilà. Il y a aussi un côté, je dirais, alors voilà, je suis très sensible à l'écriture de Marguerite Duras, et il y a des thèmes aussi comme ça, voilà, qui sont présents chez elle et qui me sont très, très chers. Et le thème de l'attente, j'ai souhaité l'exploiter, si je puis dire, dans ce récit. Ça m'a été donné de l'exploiter dans ce récit. C'est plutôt ça la formulation qui conviendrait. C'était le moment pour que j'exploite ce terme de l'attente jusqu'au bout, c'est-à-dire que je l'ai utilisé là en construction, hein, c'est-à-dire voilà. On part de l'attente, et c'est dans le cadre de l'attente qu'il y a des flashbacks, et ça m'a plu d'aller au bout de ce thème de l'attente, qui est pour moi important, comme je l'ai dit, et que j'avais jamais eu l'occasion de traiter, si je puis dire, ou en tout cas d'approfondir dans cette mesure-là. Donc oui, ça c'est quelque chose qui a été une grande satisfaction pour moi. Et c'est un thème fondamental, je trouve, pour revenir à la citation de Roland Barthes. Et si on prend l'exemple de Sarah dans ton roman, dans cette conception-là, plus Sarah attend, plus elle éprouve son sentiment amoureux, et plus elle subit en quelque sorte le désir qu'elle a de retrouver son amant. Et ça, c'est toute la tension aussi de Night in Tunisia. Oui, ça aiguise le désir. Absolument. Oui. Mais une fois de plus, c'est pas forcément comme ça. Pour moi, le plus important, c'était l'attente. Là, j'interprète un peu aussi entre les rapports amour-attente. Oui, non. Ouais. Après, c'est comment dirais-je, tu t'appropries le texte aussi. Et c'est tout à fait normal. Hein, voilà. Mais moi, c'est effectivement plutôt ce temps de l'attente, une salle d'attente, voilà, où on n'attend pas qu'il se passe grand-chose, justement. C'est ça le paradoxe. Le paradoxe qui me plaît, c'est que qu'est-ce qu'on attend d'une attente immobile ou presque sur un escalier ? Bon. Et en fait, il se passe plein de choses. Voilà, c'est ce paradoxe qui me plaît. C'est l'anti-action. L'attente, dans le cliché, c'est l'anti-action. Et en fait, non, parce qu'il se passe des tas de choses dans cette attente. C'est ce petit défi, en fait, qui m'intéresse. Donc alors, il n'y avait pas de connexion entre l'attente et l'amour. Alors, dans un autre projet, tu aurais pu parler de l'attente sans amour. Je n'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas mon moteur. Mon moteur, c'était l'attente en elle-même. Et qui, en effet, entraîne et a des conséquences, comme tu le dis très justement. Moi, c'est plutôt, puisque tu me questionnes sur la question de l'amour, moi, ce qui me meut plutôt, la question qui m'intéresse, puisque on réagit beaucoup comme ça aussi, hein,
quand on écrit, tu le sais très bien, c'est qu'il y a des questions qu'on a envie d'approfondir, qui vous taraudent. La question est-ce qu'il y aurait entre un homme et une femme une incompréhension, je dirais, fondamentale ou de base, qui empêcherait l'amour, en fait. C'est plutôt comme ça que se pose la question en moi, a priori. Et ça, c'est aussi une interrogation fondamentale chez Marguerite Duras, je dirais, évidemment dans la grande mesure qu'on connaît chez Duras. Mais c'est une question à laquelle, chez elle, je n'ai pas été insensible, et voilà, et qui me questionne. En effet, est-ce qu'il y a une incompréhension fondamentale entre hommes et femmes ? Et du coup, voilà, ça entraîne pas mal de réflexions possibles. Pour ce qui est de la violence, elle est là, mais tu me dis si je me trompe, c'est pas ton aspiration première, mais elle est là. Et tu me parlais tout à l'heure de témoignage. Alors est-ce que la violence qui est quand même présente dans Night in Tunisia, elle est là pour raconter finalement ce témoignage de ce qu'est la Tunisie, ou de ce qu'elle est en tout cas dans le présent de ton œuvre? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que toi, la violence, c'est quelque chose que tu as voulu, que tu as ressenti? Tu me parles de la violence de Malek, on est d'accord? La violence de Malek en Tunisie. Et est-ce que est-ce que la violence est présente pour raconter le témoignage? Ah ben bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Ça en passe aussi par là, oui. En fait, moi, si tu veux, ce qui m'intéresse dans la violence, puisque tu cites le mot que tu as ressenti, et à juste titre, dans le comportement de Malek, voilà. C'est finalement, en généralisant, c'est aussi un moyen. Alors, au niveau individuel, c'est plus compliqué, j'allais dire, mais au niveau ça peut aussi, on le sait bien, être un moyen, la violence, un moyen. Et là, je parle au sens politique du terme. Bon, donc oui, là, effectivement, ça intervient plutôt à ce niveau-là, je dirais, dans le témoignage d'ordre politique, oui. Et aussi mis en balance, toujours pareil, dans mon récit, ou dans mon roman, avec les moyens de l'art. Oui, de Sarah. Oui, et voilà. c'est l'opposé de la violence. Et de manière plus générale aussi. Alors, je sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que c'est l'opposé de la violence? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes moyens. C'est pas les mêmes moyens. Bon, en tout cas, pour moi, Night in Tunisia, c'est un cocktail de plein de choses comme ça qui rend l'œuvre non pas complexe, mais profonde, je trouve. Donc évidemment, voilà, je te dis mon admiration pour ça.